Bonjour à tous, nous sommes le 7 juin 2014 et nous venons de passer 2 journées au vert en compagnie de la 27e région et de sa communauté de partenaires, prestataires et sympathisants pour échanger sur nos pratiques respectives dans ce magnifique lieu qu'est le couvent de la Tourette. Alors au cours de ces 2 jours, différents sujets ont été abordés. Dans un premier temps, nous avons énormément parlé de la manière de faire évoluer nos propres pratiques, qu'elles soient de l'ordre du design, de la sociologie, de l'innovation dans les politiques publiques, et un certain nombre d'idées ont émergé. Design de l'action publique, quelle place pour les sciences sociales et humaines? Dans le cadre de cet atelier, autour de la table, nous avons constaté qu'il y avait une hybridation de par des pratiques créatives par rapport à des disciplines plutôt classiques qui nous concernaient chacun. On a aussi constaté que dans nos métiers, l'idée était d'accompagner la prise de risque en cadre sécurisé pour les agents avec lesquels nous travaillons. Enfin, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le terme de design public pouvait être intéressant pour regrouper en fait nos pratiques en sciences sociales et en tant que designer, et que finalement on pouvait le caractériser comme une indiscipline interdisciplinaire. Du bon usage de la naïveté? La naïveté, un mot qui agace, qui énerve et qu'on utilise beaucoup. On s'est rendu compte d'abord que la naïveté, c'était pas venir uniquement les mains dans les poches, et qu'il fallait en fait se former à être naïf. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait avoir un usage stratégique de la naïveté, savoir quand est-ce qu'on pouvait l'utiliser à bon escient et quand est-ce qu'elle jouait contre nous. Et puis, troisièmement, on s'est dit que le naïf ne se suffisait pas à lui-même et qu'il y avait une complémentarité avec l'expertise. De l'expérimentation à la routine. On oppose souvent l'expérimentation comme la valeur ajoutée du design des politiques publiques face à une routine de processus habituels. Pourtant, depuis le temps, on commence à avoir une forme de routine dans les méthodes qu'on met en place là-dessus. Alors, la première chose qu'on propose pour essayer d'éviter de rentrer dans une opposition, soit de recherche d'expérimentation permanente, soit le fait de dire qu'on institutionnalise la discipline, c'est d'accepter de faire ressortir, de chercher à faire sortir la routine de la reproduction de nos méthodes. On ne reproduit pas à l'identique, mais par contre, il est important pour nous de considérer qu'il faut accepter la routine pour cibler les endroits où l'expérimentation se fait réellement, et de dire qu'on utilise certaines méthodes qui sont très communes pour nous et qui, à certains moments, permettent d'avoir une expérimentation là où elles sont nécessaires. Enfin, tout ça, ça nous permet de dire qu'il faut afficher ses propres routines devant ses clients, de façon à pouvoir expliquer l'endroit dans lequel on a une vraie valeur ajoutée et l'endroit dans lequel on est réellement innovant pour eux. Concevoir et outiller le partenariat. Alors il a été remarqué pendant les échanges qu'une partie des choses qui font la vertu des projets de la 27e région, c'est justement cette relation de partenariat qu'elle arrive à mettre en place dans les projets, soit par le cofinancement, soit par une relation de confiance. Et donc comment est-ce qu'on peut continuer à faire ça dans des projets de design de politique publique, peut-être parfois sans l'intervention justement de la 27e région. Donc nous avons essayé de lister un certain nombre d'outils ou de méthodes pour arriver à produire une relation plus vertueuse avec les administrations. Le premier point étant tout d'abord un accord de laisser-faire, c'est-à-dire une sorte de droit à l'expérimentation et au test entre l'équipe qui expérimente et puis l'administration. La deuxième chose, c'est l'idée d'une contribution en nature, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre des choses qui vont être produites pendant les projets, qui ne sont pas monétisées, qui ne sont pas de l'ordre d'une transaction financière, qui peuvent être de l'ordre du donnant-donnant, et qui vont donc créer une relation de confiance entre l'équipe et l'administration. Et puis la dernière chose, c'est l'idée bien entendu très importante de la réciprocité. Comment est-ce qu'on met en place un contrat réciproque d'engagement respectif? Par exemple, la collectivité va s'engager à utiliser ce qui a été produit et à en tirer les enseignements. Tendre vers l'opérationnel. La question de cet atelier, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de notre travail de conception et comment est-ce qu'on transfère les idées qu'on a développées dans des projets concrets. Le premier point qu'on a discuté, c'est de ne pas faire de confusion entre le métier de concepteur et le métier de développeur. C'est des approches différentes, avec des intentions différentes.
Le développeur va vouloir réussir à mettre en place de la façon la plus optimale le projet, pour lui et pour son service. Le concepteur, lui, va essayer de faire retranscrire au maximum les enseignements qu'il aura dans la démarche de conception qu'il a eue, pour faire remonter le point de vue du maximum d'acteurs et trouver les solutions les plus pertinentes. Pour ça, on pense qu'il faut construire un espace d'adaptation pendant le projet. Cet espace est symbolique, c'est de dire qu'il faut mettre en place un protocole de traduction entre le concepteur et le développeur. Une fois le projet terminé, on considère que le livrable doit comporter un mode d'emploi opérationnel pour la mise en œuvre du projet, qui vient détailler spécifiquement les intentions et le calendrier qui permet de le mettre en place. Alors à ce stade-là des échanges, effectivement, on parle beaucoup de pratiques, de manière de faire, mais et la politique dans tout ça? En des temps un peu complexes au niveau politique, est-ce qu'il y a vraiment un positionnement politique dans les actions du design des politiques publiques? Quel positionnement politique pour la communauté? La communauté, en tout cas les gens qui faisaient partie d'ateliers, ont fini par répondre qu'il y a une pratique politique, mais il y a une pratique politique qui est non partisane. Nous participons de l'action politique, nous voyons des valeurs derrière, mais nous voyons des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs des partis actuels. Et ces valeurs, en définitive, on en voit l'écho, pas seulement dans les institutions, mais aussi chez les syndicats, les associations, voire les associations de conseil. En définitive, la réponse à laquelle l'atelier nous a amené est de dire qu'on a deux choix individuels dans ce cas-là. Soit revendiquer ses choix personnels et les mettre en avant, soit les camoufler et accepter de mener le projet en essayant de disperser au fur et à mesure l'approche politique qui nous correspond. À travers nos actions, un programme politique. Alors la volonté de cet atelier était d'approfondir les enseignements de l'atelier précédent et de se dire finalement qu'est-ce qui se décrit comme vision politique à travers nos actions. Donc on a cherché des notions, des mots, des concepts et comme on n'en trouvait pas, on a inventé des mots pour décrire un petit peu finalement ce qui correspond à toutes les actions de cette communauté. La première notion, c'est ce qu'on a appelé le diversitalisme, c'est-à-dire l'idée de dire qu'il n'y a pas une seule parole unique et légitime. Il y a une diversité de points de vue, il y a un pluralisme et il faut le respecter et il faut l'utiliser comme une source de création. La deuxième chose, c'est le transitionnisme, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on défend dans nos projets, c'est une forme de résistance, de gestion de crise douce et apaisée, et qui a une vision du changement plutôt positive, et que effectivement, l'action publique peut évoluer de façon positive. La troisième idée s'oppose à la notion de standardisation, c'est de dire est-ce qu'on peut imaginer un post-Fordisme de l'action publique dans lequel les projets sont locaux, sur mesure, adaptés et non pas industriels comme ils peuvent l'être à l'heure actuelle. Et puis la dernière notion qui va un petit peu avec, c'est l'adaptivisme, c'est-à-dire l'idée que finalement il n'y a pas une solution unique pour tout le monde, mais une pluralité de solutions et que, encore une fois, cette multitude est génératrice de sens. Alors, troisième thématique de ces journées au vert. Maintenant, revenons au concret et comment est-ce qu'on fait pour travailler entre nous au sein de la communauté 27e région et partenaires, prestataires. Comment mettre en œuvre le contenu de nos discussions? Alors pendant ces 2 jours, on a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi, mais au bout de la première journée, on s'est dit ça serait bien quand même qu'à la fin, on reparte avec des idées pour passer à l'acte. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on a souvent tendance à avoir des grandes idées très ambitieuses, assez vastes, et que pour passer à l'acte, il fallait d'abord commencer par les décomposer en micro-actions. Ensuite, pour chacune de ces micro-actions, le moyen de passer à l'action, c'était de désigner des responsables par projet. Donc pour chaque micro-action, un responsable qui coordonne un peu la mise en œuvre de cette action. Et puis enfin, c'est de s'engager sur une feuille de route, avec une deadline et une série d'étapes intermédiaires. Pour illustrer ça, au sortir de ce travail à la Tourette, on a été capable d'identifier 13 pistes d'action qui correspondent exactement à ce processus. Quelle école entre nous? Cet atelier a questionné la manière dont on est capable de transférer nos compétences. On est tous pluridisciplinaires, on travaille tous ensemble sur différentes équipes et sur différents projets, mais on voit bien que certains ont des connaissances qui sont plus spécifiques. Dans ce cas-là, la question se pose, comment est-ce qu'on est capable d'être une communauté apprenante qui va être capable de s'informer, de se donner des échanges, des connaissances, des manières de faire aux uns aux autres.
La première proposition, c'est de diviser ça en 4 grands points. Outils, pratiques, théorie et expérience. 4 éléments qui font des grandes patates dans lesquelles on est capable de pouvoir lister des sujets que chacun peut apporter et d'autres qui peuvent demander. Le principe, c'est d'essayer de mettre en place une bourse de marché, une offre et une demande entre tous. Enfin, on n'a pas du tout une volonté de donner un format unique et on propose de venir faire des formats à géométrie variable, depuis 1 heure à 2 ou 3, jusqu'à une journée plus organisée, pouvant inviter un grand nombre de participants du réseau. Après le partenariat, la concurrence? Alors c'est bien beau, on se forme, on est amis, on échange des savoirs, tout ça c'est génial, mais dans la réalité quand même on s'aperçoit que tous ces gens qui travaillent sur cette thématique sont parfois en concurrence sur des appels d'offres, sur des projets. Alors comment est-ce qu'on fait pour renverser ce principe de concurrence et en faire un truc positif? La première question qui s'est posée au sein du groupe, c'est de se dire, est-ce qu'on serait capable maintenant, après un petit peu d'expérience, d'écrire une charte de déontologie pour justement court-circuiter cette notion de concurrence? Qu'est-ce qui est fair play, qu'est-ce qui n'est pas fair play, et comment est-ce qu'on réussit aussi à dialoguer avec les institutions dans la manière dont elles rédigent les appels d'offres? La deuxième proposition qui a été faite, c'est de dire finalement, il y a des manières de renverser le système, et l'une d'entre elles pourrait être de poser les cartes sur la table et de dire, quand on répond à un projet, à un appel à projet, discutons entre prestataires pour savoir qui va faire remonter telle ou telle méthode, qui va faire remonter telle approche, et essayons de voir comment est-ce qu'on peut avoir des approches différentes et que la collectivité nous choisisse sur des questions vraiment de discipline et pas sur des questions de prix ou tout simplement de facturation. Et puis la dernière proposition qui a été évoquée, et qui est probablement la plus crédible et la plus légale, est de dire qu'il y a une vraie pédagogie de la commande à mener, dont le rôle pourrait être assuré par la 27e région, qui est d'accompagner les collectivités dans l'écriture de marchés tournés vers la sociologie, vers le design et vers l'innovation publique. Tous unis dans une macro-expérimentation? Alors, cette idée d'une macro-expérimentation est née au cours de la journée. C'est une thématique qui n'était pas prévue et qui a rassemblé les participants sur l'idée de mener autour d'une thématique d'action publique un certain nombre d'expérimentations avec des approches et des pratiques différentes. Plusieurs points ont été abordés. La première chose, c'est la nécessité d'aborder un peu de front une thématique controversée de l'action publique. On va sortir des sujets de l'innovation et puis on va attaquer de front vraiment quelque chose de problématique sur lequel les acteurs publics, que ce soit administration nationale, régionale, n'arrivent pas à s'entendre et quel type de réponse justement la communauté, dans sa diversité de pratiques, peut apporter. Le deuxième point qui a été nommé à partir de ça, c'est de se dire finalement, ce sujet unique, il faut le traiter de plusieurs manières. Il faut accepter qu'il va y avoir des gens qui vont le traiter par l'expérimentation, par la recherche d'usage, par l'architecture, par le design, par le film, par la photo, par l'art parfois. Et cette pluralité doit être riche. Et puis la dernière chose, c'est que pour que cette macro-expérimentation pleine de petites expérimentations fasse vraiment du sens, il faut lui donner une caisse de résonance à l'échelle nationale, c'est-à-dire que les enseignements collectifs de cette démarche soient portés. Et est-ce que ce n'est pas le rôle de la 27e région de faire ce travail-là? Alors, dans un quatrième temps, les participants de ces journées au vert se sont attachés à savoir comment diffuser plus largement nos démarches. Comment traduire nos savoir-faire au-delà des collectivités? Alors ces savoir-faire qui marchent avec les collectivités, on a bien envie de pouvoir les transmettre dans d'autres types de structures, que ce soit les associations, les cabinets de conseil, les syndicats. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il n'y avait pas une seule traduction des savoir-faire de la communauté, mais que pour chaque interlocuteur, il fallait trouver une traduction spécifique. Et c'est pour ça qu'on a trouvé comme premier mot d'ordre « Soyons tous des traducteurs ». Profitons des échanges professionnels, des échanges quotidiens qu'on peut avoir pour essayer de diffuser un peu la démarche et d'expliquer dans des termes qui parlent aux gens avec qui on peut être en contact. Et pour ça, le mieux, c'est encore de passer par des exemples concrets, en parlant à la fois des réussites, mais aussi des échecs, en essayant d'être le plus précis possible, et là encore de trouver ce qui permet d'accrocher nos interlocuteurs et éviter de rester sur quelque chose de trop abstrait. Et puis, la proposition qu'on a
soumis, c'est de multiplier les apéros 27e qui servent à réunir sur un lieu donné, pour une soirée ou un petit déjeuner, tout un nombre de sympathisants qui sont intéressés par la démarche de la 27e et qui ont encore du mal à comprendre de quoi il s'agit, et de leur permettre de dialoguer avec chacun d'entre nous pour que, là encore, on puisse leur expliquer le contenu de nos démarches. Quelle communication publique pour notre travail? En définitive, aujourd'hui, la 27e région et les partenaires se posent vraiment la question de la façon dont il faut communiquer ce travail. C'est une expérimentation, c'est quelque chose qui est une vraie montée d'un mouvement. Est-ce que c'est une tendance de fond? Tout ça, c'est des questions qui se posent, mais aujourd'hui, on a besoin de répondre aux interrogations d'un ensemble d'acteurs qui nous sollicitent. Premier constat, on a 3 niveaux de lecture. Le public qui nous suit n'est pas équivalent. On a d'un côté le niveau découverte. Pour les gens qui ont entendu parler de la 27e région, qui découvrent l'innovation des politiques publiques et qui ont besoin de comprendre comment est-ce qu'on peut gonfler ce sujet, comment est-ce qu'on peut intervenir, voir le fait qu'on peut faire de l'immersion, du prototypage, du test, et essayer de comprendre les démarches initiales de la 27e région. Ensuite, il y a le public de ceux qui ont déjà participé, ceux qui ont compris, ceux qui ont déjà testé, et qui aujourd'hui ont plus envie d'approfondir la vision qu'ils ont en découvrant des exemples, des réflexions, des dialogues dans une communauté en collectif. Et enfin, on a le dernier point, celui des gens qui ont déjà fait ce travail et qui commencent à se poser la question de l'échelle, qui se posent la question de l'investissement de ces démarches dans des politiques plus larges et qui aujourd'hui attendent des preuves, des modes d'organisation et qui attendent de notre part une production d'un savoir structuré pour expliquer en quoi est-ce qu'on fait du changement. La 27e région a une maison d'édition? Alors toujours dans cette question de comment mieux diffuser nos pratiques, c'est poser la question de l'édition, d'autant plus que la documentation en général est un des axes du futur programme de la 27e région. Donc est-ce que la 27e région pourrait porter une maison d'édition? Alors la réponse apportée par les participants a été de dire plutôt oui, mais ce n'est pas le travail uniquement de la structure 27e région, il s'agit d'impulser un travail d'édition et ensuite de passer le relais. Effectivement, au sein de la communauté, il y a énormément de forces vives en écriture, en documentation, en production de contenu, et donc comment pouvoir se passer le relais de façon intelligente. La deuxième chose qui a été énoncée, c'est qu'il ne faut pas chercher à rentrer dans un seul format, il ne faut pas faire que du blogging, il ne faut pas faire que du livre, il ne faut pas faire que du film, mais au contraire appuyer un foisonnement de supports, de formats et en inventer sans cesse des nouveaux en fonction des nouveaux projets. Et pour finir, avec cette diversité de formats, se pose la question d'une stratégie de la série. Comment est-ce qu'on crée des points de repère? Et donc, comment est-ce qu'on s'assure que les supports édités par cette communauté sont lus, commentés par un public et connaissent vraiment, on va dire, des lecteurs assidus? Comment passe-t-on de 50 à 200? Alors, pendant ces 2 jours, on était une trentaine. 30, c'est bien pour discuter, c'est bien pour innover, mais ce n'est pas suffisant pour diffuser le design des politiques publiques dans l'action publique en général. Du coup, on a besoin de changer d'échelle, de passer à plus de participants et de sympathisants de la 27e région. La première chose, c'est d'essayer de repérer un peu qui sont les forces en présence et qui pourraient être les partenaires futurs de la 27e région et de rendre visible ce collectif potentiel. La deuxième chose, c'est de savoir passer des alliances, de s'unir avec d'autres communautés, avec d'autres organisations pour essayer de faire avancer notre message, de le faire entendre au plus grand nombre. Mais ces alliances avec d'autres communautés, elles ne doivent pas non plus nous faire oublier des gens qui ne sont pas forcément des professionnels du design des politiques publiques, mais qui sont des sympathisants de la 27e région, qui ne peuvent pas forcément se mobiliser une journée par mois ou à plein temps pour travailler sur des projets, mais qui sont une aide indispensable pour diffuser la méthode autour d'eux, essayer de la faire avancer, nous mettre en contact avec d'autres acteurs qui peuvent nous aider, etc. Merci à tous. Et on tient à remercier particulièrement Johan, Marie, Shadia et Louise qui ont organisé ces 2 journées ouvertes au couvent de la Tourette, et on vous dit à l'année prochaine.